Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint par Shai Mamou comme tous les matins. Shai, 10 matchs dans la nuit d'hier, 3 qui se sont soldés après prolongation et pourtant c'était même pas forcément les 3 matchs les plus intéressants, du moins pas forcément tous les 3. Écoute, on va essayer d'aller assez vite. Je te propose qu'on parte quand même avec, on commence par le choc qu'il y avait hier entre les deux leaders de conférence. Il y avait un Boston Wolves qui a tenu toutes ses promesses malgré l'absence de Rudy Gobert qui n'a pas participé à ce match-là. Ça s'est terminé par une victoire des Celtics décisive après prolongation. Score final 127-120 pour Boston avec un Jason Tatum étincelant notamment sur la fin de match. On se posait la question la dernière fois avec Antoine de savoir dans les fins de match compliquées qui pourrait prendre le leadership. Là ça a été sans surprise Jason Tatum qui s'est montré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce match, ce que tu en as retenu? Ouais, ce que j'ai retenu, c'est que Boston est toujours, toujours invincible à domicile, 18-0, et que ça reste quand même un avantage certain, notamment pour la suite de la saison, quand il faudra se projeter. Mais je ne m'attendais pas à un match aussi serré en voyant l'absence de Rudy, vu son importance, pardon, depuis le début de la saison. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus simple peut-être pour Boston, et au final, Minnesota a quand même bien joué le coup, a vendu chèrement sa peau, et il a fallu que Tatum montre les muscles. Peut-être qu'il a entendu les discussions, notamment les nôtres, sur le fait que est-ce que Shai Gilgeous-Alexander est peut-être devant lui dans une hiérarchie théorique. Enfin, je l'ai trouvé très très concerné, très même enflammé sur la fin du match, sur les 45 points qu'il marque, parce qu'il marque quand même 45 points. Il en marque 14 dans le quatrième quart-temps et 12 en prolongation. Il a vraiment, il a vraiment montré que c'était un patron. Jaylen Brown, j'ai trouvé aussi très bon quand même. C'est une saison où parfois il a pu sembler irrégulier, la pression de son contrat, mais je l'ai trouvé bon, et au final Boston se fait respecter dans ce choc des leaders de conférence. Mais les Wolves n'ont pas à rougir, compte tenu des circonstances, c'était quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Donc Boston qui jouait aussi sans Kristaps Porzingis. Et Porzingis, ouais. comme tu l'as noté, Jaylen Brown excellent, 35 points, 11 rebonds, 3 passes. C'est un match où Batum, voilà, les lapsus, où Tatum était plus sur le scoring et a moins rayonné autour. Et je pense que voilà, Jaylen Brown a bien pris le relais, notamment au rebond. On sait qu'à Boston, c'est vraiment du rebond, comment dire, il n'y a pas forcément un rebondeur attitré. C'est du rebond où on se partage la tâche dans le collectif. Du côté des Wolves, à noter quand même le très bon match encore de Karl Anthony Towns qui fait une bonne saison. 25 points, 13 rebonds et 6 passes. Lui aussi, c'est vrai qu'à la passe, c'était vraiment le secteur catastrophique de son jeu jusqu'à présent. Là, il a fait un bon match dans ce registre. Et Anthony Edwards, 29 points, 6 rebonds, 3 passes, à 11 sur 25 au tir. Les Wolves, c'est vrai que comme tu le disais, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils éclatent un petit peu plus vite en vol avec l'absence de Rudy. Bon match malgré tout. Même si voilà, on sent que défensivement, c'est quand même pas la même chose quand il n'y a pas Rudy pour tenir la baraque. Ouais, c'est ça, c'est vraiment leur caution. Alors après, ils défendent tous bien, à leur crédit. Ils sont inspirés et contaminés presque par la mentalité défensive de Gobert. C'était le cas à Utah aussi, mais ouais, forcément, c'est pas pareil quand il est pas là. Ouais, c'est clair. Allez, deuxième match. Alors, c'était pas forcément le plus intéressant dans le sens là, c'était le choc des titans, des têtes de conférence. Il y avait aussi le choc comment dire, je cherche un terme élégant qui soit Les pas cancres, insultant, les mais c'est cancres dur. peut-être. Voilà, cancre, très bien. Le choc des cancres avec le match Spurs face aux Pistons. Presque sans surprise, j'ai envie de dire, ce sont donc les Spurs qui se sont imposés 130-108 contre Détroit. Détroit qui était pas mal handicapé, pas de Cade Cunningham, pas d'Isaiah Stewart, mais malgré tout un record, du moins un record de franchise. Allez, Shai, tu nous dis un petit peu de quoi il s'agit? Le Pas record pour de les Pistons, hein, je parle pour les Spurs, bien sûr. Ah, pour les Spurs, ouais. Ouais. Bon, déjà, premier triple-double en carrière pour Victor Wembanyama, qui finit avec 16 points, 12 rebonds, 10 passes en 21 minutes et sans perdre le moindre ballon. Et ça, c'est le joueur le plus jeune à avoir réussi un triple-double sans perdre de ballon. C'est assez prodigieux sur le temps de jeu, même avec un adversaire aussi médiocre. C'est quand même pas mal. Et c'est le record dont tu parlais, ou tu penses à autre chose? Non, c'était celui-là. C'était celui-là, ouais, ok. Enfin, c'était celui-là dans le sens où c'est le plus jeune Spurs de l'histoire à avoir Fait un enregistré un triple-double. triple-double. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, ouais. Et cinquième plus jeune joueur de l'histoire tout court à réaliser un triple-double, en fait. Donc, rien que ça, c'est. Avant lui, donc il y a Josh Giddey, LaMelo Ball, Markel Fultz et Luka Doncic qui l'ont fait avant d'avoir 20 ans. Mais eux n'avaient pas une limitation de minutes comme Victor.
Là, lui, il a eu besoin que 21 minutes et il a quand même réussi à le faire. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, il y avait un autre Français forcément dans ce match, Kylian Hayes, qui était à nouveau titulaire, qui termine avec 4 points, 2 sur 8 au tir, mais 12 passes décisives, une seule balle perdue aussi. Voilà, Kylian qui continue de montrer quand même des belles choses, notamment dans sa gestion des ballons cette saison avec Détroit. Ça n'a Ouais. pas suffi, bien entendu. Le meilleur marqueur du côté des Pistons hier, c'était Jalen Duren qui termine avec 21 points, 12 rebonds, toujours dans son espèce de rôle de double-double, de machine à double-double. J'adore ce joueur, moi. Ouais. Mais voilà, c'était malgré tout, il n'y avait pas assez de talent tout simplement pour les Pistons. Le banc a été largement ouvert du côté des Spurs. Voilà, je ne sais pas s'il y avait autre chose à retenir de ça. Juste, C'était plus anecdotique. je suis juste content pour Kylian Hayes enfin, bon, la défaite et prestations. Bon, certains jugeront que le scoring est faible, tout ça, que c'est peu pertinent dans une défaite aussi large. Mais je trouve juste en tout cas qu'on voit les qualités qu'on aime chez lui, c'est-à-dire le playmaking, la passe, normalement peu de perte de balles quand il a du temps de jeu. Voilà, c'est là-dessus qu'il doit s'appuyer, c'est ce genre de truc qu'il est susceptible d'apporter peut-être dans la rotation de l'équipe de France un jour, c'est peut-être pendant les JO. Rien que ça, ne serait-ce que pour montrer peut-être à d'autres équipes qu'il est capable de faire des matchs à plus de 10 passes sans perdre beaucoup de ballons. Et un meneur gestionnaire, ça a quand même de la valeur en NBA aujourd'hui. C'est clair. Allez, on enchaîne, on va enchaîner assez rapidement ce Ouais. matin parce qu'on a envie de parler un petit peu du match de Paris qui se jouera ce soir en fin de CQFR. Il y avait, alors là, pour le coup, c'est quand ça va pas, ça va pas. Les Warriors qui se sont fait atomiser par les Pelicans. Score final 141-105 pour New Orleans. Là, je sais pas si. Il y a plusieurs manières de toucher le fond, mais là, c'est le genre de match où tu te dis, tu peux difficilement aller plus bas. Il n'y a rien qui a été pour Golden State hier. Ouais, c'est dramatique et je pense qu'ils ont eux-mêmes, c'est-à-dire que là, c'est même pas nous qui utilisons ces termes-là, mais je crois que Kerr et Curry ont utilisé à peu près ces termes-là, mais c'est quasiment la pire défaite des Warriors depuis que Kerr coach, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'ils ont connu tous ces succès. Là, ils sont à domicile, on attend une réaction, même si l'adversaire est bon et sur une bonne dynamique, ils doivent montrer autre chose. Là, tu prends 141 points à domicile. De toute façon, dès le début du match, tu sentais que c'était désincarné, il n'y avait pas l'énergie. Il a dit lui-même après, hein, on n'a pas la combativité, l'envie. Les joueurs sont un peu comme en état de choc, ils ont perdu de la confiance. Et c'est terrible de voir ça sur des joueurs comme Curry, comme Klay Thompson. Enfin, c'est assez fou. Et il cherche encore une formule, il ne la trouve pas. Et on en a parlé assez longuement l'autre jour. Peut-être que le retour de Draymond va changer quelque chose, au moins dans la combativité. Ça, on peut à peu près en être sûr. Mais c'est fou. Là, maintenant, ils sont hués par leurs fans. Ça arrive jamais, normalement. Les C'est ce que Warriors, j'allais dire. ça. En Ouais. NBA, même en NBA, ça arrive très rarement, à part Philadelphie, peut-être New York, deux, trois clubs comme ça qui ont un petit peu des fans aussi exigeants. Ça Ouais. se passe quasiment jamais en NBA, ça. C'est arrivé il y a quelques jours avec Milwaukee. Et pareil, Giannis avait dit qu'il comprenait très bien qu'il se soit fait huer parce qu'il prenait beaucoup trop de points. Une défaite super large à domicile, c'est bon. Et là, c'est pareil. Mais c'est très inhabituel. La fanbase des Warriors, elle est très intense. Elle est un peu. Elle s'est renouvelée depuis une dizaine d'années, forcément, avec les succès, mais c'est la première fois, je pense, en tout cas de mémoire, qu'ils se font autant huer. Parce que c'est pas la première fois qu'ils prennent une claque à domicile. Et là, il faut dire, les Pelicans, 46-27 dans le premier quart-temps, tu prends 46 points. Les Warriors, quoi. Les Warriors avec Curry, Thompson, Wiggins, enfin l'équipe qui a été championne il y a 2 ans. Et ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et Kerr a carrément dit, Kerr et Curry ont dit qu'il fallait du changement. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Les changements de line-up, il y en a eu 50 000. Hein, il y en a encore eu cette nuit. Le changement via un trade, via quoi, je sais pas trop. Je sais pas trop bien comment ils vont gérer ça, mais c'est extrêmement triste et inquiétant. Ouais, parce que là, effectivement, défensivement, c'était open bar. Il y a 8 joueurs des Pelicans qui terminent à 12 points ou plus. Mm. Du côté des Warriors, meilleur scoreur, Moses Moody, 21 points. Deuxième meilleur scoreur du match, Trace Jackson Davis qui termine avec 19. Mm. Ça, sans vouloir faire offense à ces joueurs-là, tu sais que c'est pas bon signe si c'est ces joueurs-là qui terminent meilleur scoreur. Stephen Curry, petit match, 15 points à 4 sur 13. Des routes complètes, honnêtement, c'est vrai qu'on n'a pas les mots. On n'a pas les mots. Vraiment, les Pelicans qui n'ont pas du tout eu à forcer leur talent pour aller chercher cette victoire. Non, c'est ça. Bon, et pour le côté positif, du coup, pour New Orleans, pas pour les Warriors, mais ils continuent, ils sont sur cette victoire en 10 matchs et ils se positionnent bien. Ils sont 6e à l'Ouest. Et comme je le dis à chaque fois, alors au bout d'un moment, peut-être on va se dire qu'ils sont plus du tout cachés dans l'ombre parce qu'ils vont ils remontent les places. Mais c'est une équipe qui profite du fait d'être un peu dans l'ombre et loin
Bah, médiatiquement, on parle des Lakers, des Warriors, des Suns à l'ouest et on parle pas des Pelicans. Et Zion est laissé tranquille, entre guillemets. Il a pas besoin, il est pas trop scruté en ce moment et ça se passe bien pour les Pelicans. Ouais, allez, on reste dans la conférence Ouest pour du côté victoire. En tout cas, il y a une belle victoire des Clippers, 126-120 contre des Raptors vraiment combatifs. On va parler du match, mais on reviendra peut-être sur la grosse news concernant les Clippers qui étaient en dehors du match. Je te propose qu'on commence quand même par parler de ce résultat. Ouais. Gros match encore de Kawhi Leonard qui termine avec 29 points. Paul George à 29 aussi, 29, 7 et 6 pour Paul George même. Voilà, les Clippers qui continuent de montrer que c'est une équipe solide. Qui est pas facile à manœuvrer. Mm. Ouais, c'était une belle bataille, c'était un bon match, hein. Les Raptors, décidément, encore plus presque depuis le trade, sont vraiment une équipe qui est accrocheuse. Là, il n'y a pas eu, il y a eu pas eu de polémique et de craquage de Rajakovic après le match sur l'arbitrage. C'était magnifique. Hein. Ouais. Après le match contre les Lakers, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. J'ai rarement vu un coach aussi énervé en conférence de match après. C'était très européen pour le match. coup. Là, on a vu l'ADN européen chez Rajakovic. On n'a pas eu encore la sanction d'ailleurs parce qu'il va prendre cher, je pense. Elle va tomber, ouais. Mais bon, on peut comprendre la frustration, hein, mais bon, ils ont eu beaucoup plus de lancers francs, tout ça. Mais bon, là, en tout cas, là, il n'y a pas eu de polémique. C'était juste un match engagé et disputé, et le Big Three a dominé encore. Hein. Tu le disais que ouais, Paul George c'est très fort. Harden toujours dans un rôle très alors à l'économie en termes de scoring, il n'a pas besoin, donc il le fait pas, et son playmaking est excellent, et ça fait la différence. En fin de match, Paul George qui prend quand même vraiment le panier qui, selon moi, les fait vraiment basculer vers la victoire. Panier à 3 points à 36 secondes, je crois, de la fin. Et pour les Raptors, pour finir sur eux, pour redire qu'ils sont vraiment bien en ce moment, le duo de recrues Barrett-Quickley, 24 et 25 points, c'est très bien. Toronto jouait sans Poultl en plus, donc c'est le genre de match où même s'il y a une défaite, c'est intéressant et prometteur. Et puis les Clippers continuent d'être excellents, tout simplement. Ouais, allez, ça c'était voilà les 4 matchs, je pense, peut-être les plus marquants de la nuit. On va aller un peu plus vite sur les autres. Il y a quand même une belle victoire surprise, hein, faut pas le. Voilà, j'ai pas d'autres termes, du Jazz qui a battu les Nuggets 124-111. Cette équipe du Jazz qui, l'air de rien, commence aussi à remonter un petit peu la pente et se rapproche d'un spot pour le play-in potentiel. Voilà, les Nuggets qui ont tout simplement pas réussi à stopper l'allant offensif du Jazz hier. Ouais, mais le Jazz, on n'est même plus surpris du coup. Là, ça fait 8 en 10 matchs. On a tellement dit qu'ils n'étaient pas intéressants en début de saison qu'ils ont pris ça à cœur. Et là, ils battent des équipes qui leur sont nettement supérieures. Ils sont bons, ils jouent bien au basket. Will Hardy est vraiment un très bon coach. Ça, je pense qu'on continue de s'en rendre compte. Et, ouais, et les Nuggets, c'était pas dans un grand soir, même si Jokic fait quand même 27 points, 11 rebonds, 6 passes. Voilà, 9 sur 8 au tir, 8 sur 9 au tir, pardon. 8 sur 9 au tir, ouais. Ouais. Ça, et malgré ça, le Jazz a bien tenu le coup, et tu le disais, se rapproche vraiment de la zone de play-in, et maintenant je pense qu'ils vont jouer le coup à fond. Hein. Et petit détail statistique dont Jokic se foutra royalement, évidemment, on le connaît. Il a atteint les 13 000 points en carrière, et c'est le plus jeune joueur devant LeBron à compiler 13 000 points, 6 000 rebonds et 4 000 passes en carrière. Voilà. Ouais, la légende est en marche. Gros match, je vous donne vite fait, de Lauri Markkanen, 26 rebonds, 26 points, 12 rebonds. Et meilleur marqueur, Jordan Clarkson avec 27 points en sortie de banc, 27 points et 9 passes par contre de Jordan Clarkson. C'est assez rare pour être noté. Belle perf effectivement de cette équipe du Jazz qui est en pleine forme. Un autre joueur qui marque les esprits un petit peu, c'est Zach LaVine. On a beaucoup dit que les Bulls n'avaient pas besoin de lui pour gagner. Là, pour son 3e match depuis son retour, nouveau succès des Bulls, 124-119 après prolongation, là à nouveau face aux Houston Rockets. Et LaVine qui termine avec 25 points, 13 rebonds, 7 passes. Grosse perf de LaVine, et puis belle victoire des Bulls. Ouais, là, LaVine et Vucevic sont revenus dans le 5, 3e victoire de suite. C'est en train de, ça prend un tournant intéressant cette saison des Bulls, parce qu'on n'envisageait pas autre chose qu'un trade de LaVine, et c'est peut-être encore le cas. Hein. Il y a des équipes qui vont, en tout cas, être toujours intéressées, je pense. Sa valeur remonte, donc c'est une bonne nouvelle pour les Bulls dans tous les cas. Et s'ils arrivent à gagner des matchs avec lui, sans que, par exemple, Kobe White, qui a été l'un des grands gagnants de son absence, sans que son rendement baisse, là, Kobe White met encore 30 points. Tout le monde est gagnant et tout le monde est content. Donc, c'est en train de. Je leur souhaite que ça continue comme ça et qu'on se dise pas il faut faire exploser l'équipe, il faut absolument que LaVine ne soit pas là. Là, c'est très correct, hein, écoute.
Bah oui, complètement. Donc, match accroché quand même de ces Rockets, voilà, qui sont quand même en progression avec leur Oui, projet oui. jeune. 18 points, 15 rebonds pour Jabari Smith Jr., 20 points, 6 rebonds, 10 passes pour Van Vliet. Şengün à 25 points, 7 rebonds, 9 passes. Voilà, c'est, je pense, les trois joueurs les plus marquants sur ce match-là. Mm. C'est, non, faut dire aussi que Green a été bon avec 18 points, 6 rebonds, 8 passes, 8 sur 19 au tir par contre. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, de voir ces joueurs des Rockets qui finalement produisent beaucoup de jeux en dehors du scoring, de Ouais. voir que leurs joueurs majeurs sont un peu all-around. C'était, voilà. Les résultats, je vais pas dire que les résultats des Rockets ont pas d'importance. Là, ils sont vraiment encore dans une dynamique de progression, mais c'était un match plutôt intéressant, quoi. Je pense que tu as raison, les résultats n'ont pas vraiment d'importance. Alors, Udoka est un coach ambitieux et qui aime bien la gagne, hein. Il y a été habitué sur son passage à Boston, mais en termes de développement, c'est ce qu'ils font est super. Ils sont vraiment en train de se créer une identité d'équipe qui aime plutôt bien défendre. Les jeunes joueurs se mettent en avant et progressent. Non, c'est la saison, quoi qu'il arrive, même s'ils sortent des places du play-in ou quoi, ce sera positif à la fin, c'est sûr. Ouais, carrément. Allez, une autre équipe, bon là, c'est pas du tout une surprise, hein, le Thunder qui continue Ouais. d'être impressionnant. Victoire 128-120 face au Miami Heat. Un Miami Heat, encore une fois, quand même bien diminué, hein. 8 joueurs seulement ont été alignés par Eric Spoelstra hier sur le terrain, donc toujours pas notamment de Kyle Lowry ou de Jimmy Butler. Euh, le Thunder qui a dû batailler quand même pour aller chercher cette Ouais. victoire. Ouais, de toute façon, pléonasme contre le Heat, c'est rare que le Heat, même quand ça perd, c'est plutôt un match serré. Il y a pas trop d'éclat. Là, quelle que soit l'équipe proposée par Spolstra, tu sais qu'ils vont se bagarrer. Ça a été le cas. Et bon, ils ont quand même dû, le Thunder a bataillé un peu. Shea finit avec 28 points, 8 passes, 11 sur 17, donc tranquille. Et Jalen Williams qui bat son record de passes décisives en NBA avec 12. Il montre aussi des facettes toujours un peu différentes de son jeu. Lui, il est vraiment intéressant. Et Chet Holmgren, métronome, 23 points, 9 rebonds, 3 contre à 10 sur 15, toujours très bon. Voilà, et l'efficacité du Thunder qui continue d'être impressionnante. Ils finissent le match à presque 60% de réussite au tir, 42% à 3 points. Ouais. Même face à des défenses aussi difficiles à manœuvrer que celles de Miami, ça faisait tout simplement trop du côté du Thunder. Gros match encore de Bam Adebayo, 25 points, 11 rebonds, 6 passes. C'est voilà, bon, on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, mais cette équipe du 8 qui a toujours pas eu son équipe, son roster au complet depuis le début de l'année. Ouais, En fait, c'est les portes ouvertes. Il y en a l'un qui rentre, l'autre qui sort. Donc exactement ça. Ouais. voilà, allez, il reste 3 matchs. Et, il y avait un autre match qui s'est réglé en prolongation. Les Hawks qui sont imposés 139-132 face à des Sixers privés, encore une fois, de Joel Embiid. Match hyper disputé jusqu'à la fin avec... voilà, ça s'est joué dans les toutes dernières secondes, hein, si je ne me trompe pas. Ça s'est même réglé au lancer franc, si je ne me trompe pas, Shai. Ouais, c'est ça. Il y a un joueur qui est vraiment sorti du lot sur la fin, Jalen Johnson, qui a manqué une série de matchs en début de saison et ça les avait malheureusement impactés. Il a été excellent ce joueur, je l'aime de plus en plus. Donc ils sont allés en prolongation et il a pris les choses en main clairement. Il a mis 4 lancers, dont 2 qui d'abord ont permis à l'équipe d'égaliser. Il met un tir à 3 points pour faire passer Atlanta en tête et derrière il rentre encore ses lancers. Il finit avec 25 points, 16 rebonds, 7 passes. C'est un joueur très très intéressant qui je pense va revenir dans la discussion pour le MIP prochainement sans forcément gagner, mais en tout cas voilà, là sur ce match-là ça a été important pour eux et Philadelphie sans Embiid c'est compliqué. Il est en train de perdre la course au MVP parce qu'il enchaîne les matchs, l'absentéisme, ce qui n'est pas grave, hein, il a déjà gagné le titre de MVP. Mais bon, c'est une évidence, on voit son importance quand il n'est pas là. Et Tyrese Maxey a beau se démener, 35 points, 9 passes, 8 rebonds, 4 interceptions et une expulsion pour 6 fautes juste avant le money time, enfin en prolongation à 1,44 de la fin de la prolongation. Malgré ça, ils n'ont pas réussi à battre Atlanta. Ouais, gros match aussi de Tobias Harris, 32 points, 10 rebonds, 4 passes. On sent qu'effectivement, sorti du banc, à part Marcus Morris, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs d'impact. On sent que la rotation, c'est un peu compliqué quand il n'y a pas... Enfin, c'est logique, hein, que sans Joel Embiid, tu manques quand même d'une autre force, d'un autre joueur capable d'apporter un peu de force de frappe. Victoire des Pacers sans Tyrese Haliburton. Je ne sais pas si vous avez eu sa blessure qui était assez impressionnante. C'était Match précédent, ouais. 112-104 face aux Washington Wizards. Je vais commencer du côté des perdants. Tu sais, la stat que je regarde en premier quand il s'agit d'un match de Washington. Les minutes de Bilal, 22 points,
5 rebonds à 1 sur 5, un dunk magnifique. Allez, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'action, je vous encourage à aller la regarder. 6 rebonds, donc pas très surprenant du côté de... Le résultat pas très surprenant. À noter quand même, parce qu'on s'est beaucoup foutu de sa gueule, faut pas le nier. Jordan Poole qui claque 28 points à 11 sur 21, 4 rebonds, 7 passes. Bon, les Pacers sont pas vraiment eu trop peur, je pense, dans ce match. Non, non, mais bon, c'est quand même bien de noter que même avec l'absence d'Haliburton, ils arrivent à gagner, parce qu'on parlait avant des Sixers qui gagnent pas sans Embiid, qui sont sur 3 défaites de suite. Les Pacers, là, ont réussi à... au match précédent, quand ils se blessent, ils ont réussi à gagner, même après sa blessure. Et là, même contre un adversaire médiocre, ils arrivent à gagner. C'est notamment grâce j'en parlais hier, à TJ McConnell, que j'aime beaucoup, qui sort du banc, 14,8 passes, et qui est vraiment un bon chef d'orchestre. Et les autres ont fait le job. Donc, c'est ce qu'il faut noter. C'est important quand tu as un joueur majeur qui est blessé, on sait qu'il va revenir, mais c'est ces fenêtres-là qui sont importantes aussi pour le classement final. L'année dernière, Indiana avait fait un super début de saison, et Haliburton avait manqué, je crois, 3 semaines ou un mois, et ils avaient complètement dégringolé. Donc, c'est bien s'ils peuvent s'appuyer sur un peu plus de confiance, même quand il n'est pas là, pour rester dans les bonnes places. Carrément. Allez, dernier match de la nuit qui en comptait 10. Victoire 123-98 de la part des Kings. Victoire sans surprise. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier que tu voulais retenir de ce match. Non, ils ont pas. Oui, effectivement, ils n'ont pas trop eu à se fouler. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que c'était une petite revanche, parce que les Kings avaient été battus à domicile par les Hornets. Ça avait C'est été vrai. Je pense que les parieurs ont pété des câbles, ceux qui avaient misé sur Sacramento ce soir-là. Les Hornets qui étaient sur une série de défaites de 10 ou 11 matchs, et qui avaient gagné à Sacramento. C'était très très étonnant, et largement en plus. Donc là, ils se sont vengés. Sabonis, Murray, Monk, tous à 20 points en plus, et ils n'ont pas trop eu à se forcer. Voilà. Ouais, carrément, avec Keegan Murray qui termine meilleur marqueur du côté des Kings, 25 points, 6 rebonds, 3 passes, effectivement. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à noter. Ouais. On a été un petit peu vite ce matin sur les matchs, parce qu'il y avait quand même 2 choses dont on voulait vous parler. On a parlé du match des Clippers et de la bonne perf de Kawhi Leonard, mais sa meilleure perf, elle n'était pas sur le terrain. Elle s'est passée dans un bureau, dans le bureau du GM, peu de temps avant le match. C'est, vous avez dû le voir, la prolongation donc, de contrat de Kawhi Leonard. Tu me dis si je me trompe pas, 153 millions de dollars sur 3 ans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette signature, de cette prolongation? C'est une très très belle démonstration de confiance. Certains diront d'inconscience de la part des Clippers, parce que Kawhi commence seulement à réussir à enchaîner les matchs sans blessure, et tout de suite il y a la prolongation. Mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'on voit, là il y a une ligne directrice, il s'enlève une épine du pied pour l'intersaison, parce qu'il faut rappeler qu'il avait une player option, et que Paul George aussi. D'ailleurs, il y a des discussions en cours avec Paul George pour lui aussi prolonger. Et je pense que Ballmer a voulu montrer aux fans des Clippers qu'ils allaient entrer dans leur nouvelle salle, avec une équipe compétitive. Ça reste un pari, parce que c'est des joueurs qui se blessent souvent. Là, on parle que de Kawhi, hein. Paul George n'a pas encore prolongé, mais je pense qu'il insiste, ils veulent mourir avec leurs idées, c'est-à-dire que ce duo, ce tandem-là, maintenant renforcé par l'arrivée de James Harden, peut gagner le titre, et il veut que ça fonctionne, ils veulent pas abdiquer. Je trouve ça intéressant, courageux, et à la fois risqué, parce que alors il y a pas d'option individuelle, il y a pas de player option, il y a pas de team option sur la prolongation de contrat. Il y a un trade kicker par contre, qui fait que ce sera moins problématique pour lui d'être tradé si ça arrive sur les 3 prochaines saisons. Mais ce que j'en ai pensé, c'est, je m'y attendais pas déjà au timing. Je pensais qu'ils allaient laisser un peu passer la saison, et voir si tout au long de l'année il allait être fiable physiquement. Pour l'instant, c'est le cas. Et non, je suis plutôt encouragé. Je prends ça en tout cas pour un signe qu'ils ont confiance en ce qu'il a montré physiquement. Ils ont confiance en son corps, en fait, je pense. Et si Kawhi évite les blessures sur les prochaines saisons, ça change un peu les perspectives pour les Clippers, dont on imaginait que la fenêtre était très 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 courte, c'est-à-dire cette année, et c'est tout. Donc c'est une nouvelle intéressante, et peut-être plutôt bonne pour les fans des Clippers, je pense. Ouais, je partage ton avis, parce que passer la surprise, moi aussi, hein, je m'attendais pas du tout à ce que ça se produise. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon move de la part des Clippers d'anticiper et de pas attendre cet été, parce qu'en fait, cet été, ils auraient été vraiment les mains liées, en fait. Imaginons que Kawhi fasse une super saison, que les Clippers fassent une campagne de playoff réussie. Ils auraient été un peu dos au mur
obligés, forcés d'accepter peut-être les revendications de Kawhi et de son agent. Le plus important pour moi de la part des Clippers, c'était de ne pas avoir à s'engager trop sur la durée. 3 ans, je trouve ça très bien. Et ça permet aussi d'avoir un peu de flexibilité dans le sens où tu as raison de noter la grosse échéance pour les Clippers maintenant, c'est l'entrée dans leur nouvelle salle d'Inglewood. Et que ça leur permet de se dire, soit on aura un Kawhi en pleine forme, soit peut-être que si jamais on pense que finalement il faut quand même reconstruire et que Kawhi est suffisamment en forme pour avoir de l'intérêt pour une équipe qui veut être contender, on pourra trader lui ou Paul George, parce que je pense que Paul George, je serais étonné que, je pense qu'il risque de s'aligner, il risque d'y avoir une prolongation du même type. Je trouve que ça leur donne beaucoup plus de flexibilité que ce que je m'imaginais. Je les imaginais vraiment se retrouver cet été plus ou moins coincés, se dire maintenant on a été trop loin dans le projet, on peut pas repartir de zéro et prendre le risque de les laisser partir sans avoir aucune compensation. Là, je trouve que c'est plutôt un bon move de la part des Clippers. Le timing est bon parce que ils sont, tout le monde dit du bien des Clippers en ce moment. Ils jouent bien. Kawhi est excellent. Paul George est très bon. Ils ont une très belle dynamique. C'est la meilleure équipe depuis le début de l'année, tout simplement. Et cette année civile, hein, évidemment. Mais le timing est bien parce que personne ne va leur dire quoi, qu'est-ce que vous faites, même si après coup, on leur remettra dans la tête si malheureusement les deux se reblessent ou si ça ne fonctionne pas. Mais sur le timing, c'est très bien joué parce que personne ne va remettre en cause la décision. Tout le monde va se dire, Kawhi, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Et ça il en sera de même, à mon avis, quand Paul George va prolonger dans pas très longtemps, à mon avis. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez pensé de Strait, ce que vous en pensez pour l'avenir des Clippers. Ça va être intéressant à suivre. On touche du bois pour quand même... Kawhi, Paul George, c'est des joueurs magnifiques à voir. On est un peu déçus, même sans être forcément fan des Clippers, du peu de matchs qu'ils ont pu disputer ensemble ces dernières saisons. L'autre chose dont je voulais parler avec toi, Shai, c'est que, comme vous le savez tous, il y a ce soir donc, le match à Paris entre les Cavaliers et les Nets. Les deux équipes sont arrivées avant-hier dans la capitale. Et hier, il y avait déjà tout un tas de mini-événements ou du moins de séances qui étaient accessibles aux médias autour de ces équipes. Shai et Antoine, vous étiez tous les deux sur place. Donc Antoine, là, qui ne pouvait pas faire le CQFR ce matin, mais qui devrait être au rendez-vous demain. Est-ce que tu peux nous parler simplement un petit peu, Shai, des choses auxquelles tu as pu assister, que ce soit les événements en eux-mêmes, l'ambiance, les joueurs ou les équipes que tu as pu observer? Ouais, déjà, j'ai assisté au retour d'Antoine Pimel sur le sol français. C'est pas banal. Ça a fait plaisir. Après, en discutant, on s'est rendu compte qu'on ne s'était pas vu depuis 3 ans, je crois. La dernière fois, lors d'une réunion tous ensemble, avant que tout le monde se disperse un peu à droite et à gauche. Mais donc, déjà, ça, c'était cool. Et, il y avait beaucoup de monde à l'aéroport pour l'attendre ou pas? Vous savez s'il y avait... Évidemment, son fan club français avec les pancartes Dark Pimel, son surnom dans la late session. Donc oui, on s'est pas vu tout de suite le matin parce que son avion arrivait dans la matinée. Moi, j'étais du côté du gymnase Jean Jaurès. Alors c'était voilà, vous savez à quel point j'adore la WNBA. Et il y avait Sabrina Ionescu qui venait participer à l'initiative Her Time to Play avec des jeunes joueuses parisiennes. Pardon. Et je vais tousser un coup, ça ira mieux. Voilà. Donc qui jouait avec des jeunes joueuses, qui étaient venues avec des jeunes joueuses parisiennes. Pour leur offrir des chaussures, participer à des ateliers. Et j'ai pu discuter un peu avec, donc ça c'était cool. Et elle sera là. Elle était après, elle est passée à la NBA House aussi ensuite pour voir un peu les fans. Donc il y avait aussi Tony Parker, Michael Pietrus. Voilà, les fans ont pu voir des visages bien connus et ça leur a fait plaisir, je pense. Il y avait Diandra Tchatchouang aussi. Il y avait Diandra Tchatchouang, exact. Ma première question de Diandra, comment va Théo, évidemment. Donc, on salue. On lui passe le bonjour parce que c'était la rédactrice en chef de notre MOOC numéro 6, More Than Ballers. Elle s'était vraiment prêtée au jeu, donc c'était un plaisir de travailler avec elle sur ce projet. Donc, Diandra est super. Ouais. Diandra est super. Il y avait Isabelle Fijalkowski aussi pour les anciens qui connaissent légende aussi du basket français féminin. Donc voilà, donc ça c'était très sympa. J'ai pu voir Sabrina Ionescu, c'était cool. Et puis ensuite il y avait donc les entraînements des équipes là où j'ai rejoint ensuite Antoine. Antoine a suivi les Nets. On pourra lui demander, je pense qu'on en discutera aussi avec lui peut-être demain matin ce qu'il a pensé de ce qu'il a vu. Il y avait notamment Ben Simmons qui a participé à des séances, ce qui est pas banal vu il a un peu disparu de la circulation. Et après, donc moi j'étais plus là pour les Cavs et c'était plutôt cool. Il y avait donc on les a vus s'entraîner, on a discuté un peu avec les joueurs, on a pu faire des petites interviews. Celle qu'on a bien aimée avec Antoine, c'était avec Max Strus, qui était très détendu, très spontané.
L'interview est en ligne sur le site d'ailleurs sur Basket Session si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. On a parlé de tout un tas de choses, notamment de la hit culture qu'il a expérimenté l'année dernière, les 2 dernières années d'ailleurs, les 2 années précédentes. Et sa définition est vraiment, c'est vraiment cool. C'est un concept un peu vague, la hit culture, et avec je pense qu'on l'a saisi un petit peu mieux, notamment ce qu'il raconte sur Udonis Haslem, c'est très, très intéressant, je trouve. Et on a aussi parlé de tout un tas de choses sur le fait qu'il pouvait potentiellement rejoindre 2 sélections ça n'arrangerait pas l'équipe de France, je pense. Il y a une journaliste polonaise qui lui dit j'ai vu sur ta page Wikipédia que tu étais d'origine polonaise, est-ce que tu vas jouer et tout? Et puis il dit non, pas du tout, je suis pas du tout polonais, c'est quelqu'un qui s'est planté sur Wikipédia, moi je suis slovène et allemand, et il est totalement candidat aux 2 sélections, il est prêt à rejoindre n'importe laquelle, donc une des deux équipes qui sont des équipes rivales de l'équipe de France vont peut-être se retrouver avec un shooter élite NBA, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais voilà, on l'a trouvé très spontané avec Antoine, on a discuté tout un tas de choses, et je vous invite à regarder un peu l'interview qui est en ligne sur Basket Session. Ouais, c'est vrai que ces matchs européens, longtemps c'était à Londres, là on a la chance, c'est en France, c'est quand même plutôt sympa en termes d'accès. Souvent, alors on sait que les superstars sont souvent prises d'assaut par tout un tas de journalistes, donc c'est dur d'aller poser des questions, mais c'est souvent un petit peu à la marge, voilà, chez les role-players ou ce genre de personnages qu'on peut avoir l'occasion de se poser un petit peu tranquillement, de parler avec eux, c'est plutôt cool, quoi. Ouais, on a parlé avec Caris Levert aussi, les deux d'ailleurs, Strus aussi, ils avaient que du bien à dire sur Victor Wembanyama qu'ils ont affronté il y a quelques jours seulement. Et ouais, c'était très sympa, même voir juste des joueurs NBA s'entraîner. On a vu le début de l'entraînement. Antoine a pris quelques notes, on va vous faire un petit papier avec les remarques décalées et marrantes d'Antoine Pimel sur les joueurs, sur des ressemblances physiques, des trucs qu'il a notés. C'était sympa. Et puis, oui, ensuite, les joueurs, certains des joueurs sont retrouvés à la NBA House ensuite pour partager des moments avec le public. Et puis, voilà, préparer ensuite le match qu'il y aura ce soir à 20h à l'Accor Arena. Ouais, donc vous serez sur place avec Antoine, et puis demain dans le CQFR, je pense qu'on se fera un bon débrief du match en lui-même, sur les coulisses, l'ambiance, tout ça. Voilà, on aura la chance d'avoir deux personnages qui étaient sur place pour nous parler un petit peu de tout ça. C'est ça. Eh ben écoutez, d'ici là, comme disait Shai, n'hésitez pas à aller sur Basket Session si vous voulez voir un petit peu tout ce que Shai et Antoine ont pu glaner comme information durant la journée d'hier. On vous donne rendez-vous dès demain matin pour un CQFR un peu spécial, donc en mode récap du Paris Game. Et d'ici là, passez une bonne journée. Ciao à tous. Bonne journée.